Il suffit parfois d'une seule image pour déranger tout un pays. Une photographie prise loin des discours officiels, loin des estrades et des caméras de campagne, peut soudain révéler une faille que personne ne voulait voir. Ce jour-là, la France ne découvre pas seulement une romance inattendue. Elle voit se rencontrer deux mondes que tout semblait opposer, celui du pouvoir politique, dur et calculé, et celui de l'aristocratie, secret, ancien, presque irréel. Au début, ce n'était qu'une image. Une photographie prise dans la lumière blanche d'un après-midi méditerranéen, sans déclaration officielle, sans communiqué, sans mise en scène apparente. Pourtant, en quelques heures, ce cliché a suffi à déplacer le centre du débat public. On y voyait Jordan Bardella aux côtés de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Rien dans l'image ne ressemblait à un scandale. Pas de gestes excessifs, pas de scènes compromettantes, seulement une proximité, un regard, une tension silencieuse. Mais ce que montre une photographie importe moins que ce qu'elle suggère. Dès sa publication, le pays s'est mis à parler. Dans les rédactions, les téléphones ont sonné. Sur les plateaux, les chroniqueurs ont changé de sujet. Sur les réseaux sociaux, chacun croyait comprendre ce que personne ne pouvait prouver. Une relation privée devenait une affaire nationale. Ce qui frappait l'opinion, ce n'était pas seulement l'idée d'une romance, c'était la rencontre de deux univers que tout semblait séparer. D'un côté, un homme politique ayant bâti son ascension sur la proximité avec le peuple et la rupture avec les élites. De l'autre, une princesse issue d'un monde ancien, façonnée par les palais et les traditions. Alors la question a changé de nature. Les Français ne se demandaient plus seulement s'ils étaient amoureux. Ils se demandaient ce que cette histoire révélait. Était-ce une faiblesse intime, une contradiction politique, une stratégie d'image ou l'irruption du sentiment dans une vie contrôlée par l'ambition. Le silence qui a suivi a rendu l'affaire plus explosive encore. Aucun mot immédiat, aucun démenti net, aucune explication préparée. Ce vide a été rempli par les soupçons. Dans une époque où tout doit être expliqué avant même d'être compris, le silence devient rarement une protection. Très vite, la photographie a cessé d'appartenir à ceux qu'elle représentait. Elle appartenait aux journaux, aux adversaires. Chacun y projetait ses attentes ou ses colères. Pour les uns, elle humanisait un homme inaccessible. Pour les autres, elle fissurait le récit d'un dirigeant proche des classes populaires. Ainsi commença la tempête. Non par une déclaration, non par un discours, mais par une image presque immobile. Pour Lydie, elle contenait déjà le drame à venir. Quand la vie privée touche au pouvoir, elle cesse d'être privée. Elle devient un miroir où tout un pays cherche ses contradictions. Avant cette photographie, Jordan Bardella n'était pas seulement un responsable politique. Il était une image, une silhouette construite avec patience. Répété sur les plateaux, fixé dans les discours, reconnu par ceux qui voyaient en lui le visage d'une génération nouvelle. Son ascension reposait sur une promesse simple, parler à ceux qui se sentaient oubliés. Il incarnait une France inquiète, fatiguée des grandes formules, méfiante envers les salons parisiens et les héritages silencieux du pouvoir. Son récit public était celui d'un homme venu d'ailleurs, monté seul, sans titre ancien ni protection familiale. Mais plus cette image devenait forte, plus elle devenait une prison. Chaque mot devait être pesé. Chaque sourire devait paraître naturel sans cesser d'être contrôlé. Chaque silence pouvait être interprété comme une stratégie. Dans l'univers politique, même l'absence de geste finit par produire un message. Autour de lui, on racontait un homme discipliné, presque fermé. Peu de fêtes, peu d'abandon, peu de confidence. Il avançait comme s'il savait que la moindre faiblesse serait utilisée contre lui. À force de vouloir paraître solide, il avait bâti une armure si efficace qu'elle semblait parfois avoir remplacé l'homme. Cette maîtrise impressionnait ses partisans. Elle inquiétait ses adversaires. Elle fascinait les médias, qui cherchaient derrière le visage calme la faille, l'émotion, le moment où le personnage public laisserait enfin apparaître quelque chose de moins calculé. La politique moderne ne se contente plus des idées, elle réclame une psychologie. C'est pourquoi l'apparition de Maria Carolina à ses côtés produisait un tel choc. Elle ne menaçait pas seulement sa vie privée, elle menaçait la cohérence du récit qu'il avait patiemment construit. Comment rester l'homme du peuple lorsque l'opinion vous imagine soudain dans les cercles les plus fermés de l'aristocratie européenne? La question était brutale, presque injuste, mais politiquement redoutable, car un dirigeant ne vit jamais seulement avec ce qu'il est. Il vit avec ce que les autres croient voir en lui. Et lorsque cette croyance se fissure, tout peut vaciller, même une popularité longtemps considérée comme solide. Pourtant, derrière le risque, se cachait aussi une possibilité. Cette romance pouvait abîmer son image, mais elle pouvait aussi la rendre plus humaine. Elle introduisait dans une trajectoire froide un élément imprévisible, fragile, presque désarmant. Pour Nkunku, pour la première fois, l'homme qui semblait contrôler chaque scène apparaissait exposé. C'était là le danger véritable. Non pas aimer, mais aimer sous le regard d'un pays entier. Non pas perdre le contrôle d'une campagne, mais perdre le contrôle de soi. Dans cette affaire,
Jordan Bardella découvrait que la puissance publique protège rarement l'intimité. Elle l'éclaire, l'agrandit, puis la livre au jugement collectif. Maria Carolina appartenait à un monde que beaucoup imaginent libre parce qu'il brille. Un monde de palais, de réceptions privées, de voyages discrets et de noms anciens que l'on prononce avec respect. Pourtant, derrière cette lumière, il existait une autre réalité, plus silencieuse, plus stricte, presque étouffante. Depuis l'enfance, elle avait appris que chaque geste pouvait devenir un message. Dans les familles anciennes, on ne grandit pas seulement avec un nom. On grandit avec une histoire, avec des devoirs, avec le regard permanent de ceux qui attendent de vous une élégance sans faille. Le sourire doit rester mesuré, la parole prudente, l'émotion presque invisible. Être princesse dans ce récit ne signifiait donc pas seulement vivre entourée de privilèges. Cela signifiait vivre sous observation. Les amitiés étaient remarquées, les fréquentations commentées, les absences interprétées. Même les sentiments semblaient devoir traverser un filtre social avant d'avoir le droit d'exister. Maria Carolina connaissait ses règles. Elle savait se tenir dans une salle pleine de regards. Elle savait avancer sans laisser paraître la fatigue. Elle savait protéger le nom qu'elle portait, même lorsque ce nom devenait trop lourd. Son monde exigeait une dignité constante, comme si la moindre faille risquait de troubler tout un héritage. C'est ce qui rendait sa présence auprès de Jordan Bardella si troublante. Lui venait d'un univers de combats, de slogans, de meetings, d'attaques directes et de caméras impatientes. Elle venait d'un univers de murmures, de traditions et de silences polis. Entre eux, il n'y avait pas seulement une différence sociale, il y avait presque une différence de langage. Pourtant, cette distance pouvait aussi expliquer l'attirance. Chez lui, elle découvrait une énergie brute, une volonté forgée loin des palais. Il ne semblait pas avancer parce qu'un nom l'y autorisait, mais parce qu'il avait décidé de prendre sa place. Cette force pouvait fasciner une femme habituée à un monde où tout est hérité avant d'être choisi. Mais cette fascination avait un prix. En se rapprochant d'un homme politique aussi exposé, Maria Carolina entrait dans une lumière plus violente que celle des galas. Le regard mondain juge avec discrétion. Le regard politique, lui, découpe, accuse, simplifie et transforme une personne en symbole. Elle allait bientôt le comprendre, car, aux yeux du public, elle ne serait plus seulement une femme, elle deviendrait une image commode, la princesse, l'héritière, la preuve vivante d'un privilège que certains voudraient dénoncer. Son silence, son élégance, ses vêtements, tout pourrait être retourné contre elle. Ainsi, elle aussi vivait enfermée, non dans l'ambition, comme Bardella, mais dans la représentation. Lui devait rester fidèle à l'image d'un homme proche du peuple. Elle devait rester digne d'un monde ancien. Deux prisons différentes, mais une même solitude. Et c'est peut-être dans cette solitude partagée que leur histoire trouva son premier souffle. Leur rapprochement ne naquit pas dans le bruit, mais dans ces lieux où les puissants croient du pouvoir respirer. Un dîner privé, une conversation à l'écart, un regard prolongé, un instant de trop. Rien qui soit une preuve, mais assez pour troubler ceux qui savent lire les silences. Au départ, chacun représentait pour l'autre un territoire interdit. Maria Carolina découvrait chez Jordan Bardella une énergie étrangère à son monde. Il parlait comme un homme pressé par l'histoire, avançait sans attendre l'autorisation des cercles anciens, portait la trace d'une ascension conquise plutôt que reçue. Pour elle, cette volonté avait quelque chose de fascinant. Dans l'aristocratie, la force se cache derrière la retenue. Chez lui, elle apparaissait sans détour, parfois dure, parfois excessive, mais intensément vivante. Il ne venait pas demander une place. Il semblait l'arracher au réel. Jordan, de son côté, trouvait auprès d'elle un calme qu'il ne rencontrait presque plus. « Oh, la politique l'avait habitué aux attaques, aux micros tendus, aux stratégies préparées dans l'urgence. Avec Maria Carolina, le temps semblait ralentir. Elle ne l'interrogeait pas comme une adversaire, ne l'admirait pas comme une partisane. Cette différence changeait tout. Près d'elle, il pouvait cesser d'être le chef, le candidat possible, le visage d'un camp. Il redevenait un homme capable de douter, de rire doucement, de se taire sans que son silence devienne une tactique. Mais ce refuge avait quelque chose de fragile. Il savait que leur histoire ne resterait pas longtemps invisible. Dans les salons, on observe sans paraître regardé. Dans la politique, on note tout. Dans la presse, on attend le détail qui change une confidence en affaires publiques. Chaque rencontre devait donc être pensée, protégée, presque dissimulée. Une arrivée séparée, une table choisie avec prudence, une invitation acceptée puis regrettée. Plus ils tentaient de préserver leur liberté, plus cette liberté se réduisait. Pourtant, le danger ne suffisait pas à les éloigner. Il donnait à leur lien une intensité particulière. Ils se reconnaissaient dans ce que les autres ne voyaient donc pas. Deux êtres entourés de monde, mais profondément seuls.
Ainsi leur relation devint moins une attirance qu'une échappée. Lui trouvait en elle une paix rare. Elle trouvait en lui une rupture avec les règles héritées. Entre le pouvoir et le rang, une vérité intime commençait à prendre forme. Pendant un temps, leur secret sembla tenir par miracle. Rien n'était jamais assez clair pour devenir une certitude. Un même lieu, une même soirée, une conversation trop longue, puis chacun reprenait sa place dans le décor officiel. Aux yeux du public, il n'y avait encore qu'une suite de coïncidences. Mais dans les cercles fermés, les coïncidences ne restent jamais innocentes. En quinte. À Monaco, à Paris, sur la Côte d'Azur, certains invités commencèrent à remarquer des détails. Un regard qui cherchait l'autre au milieu d'une salle. Une distance maintenue avec trop d'efforts. Un sourire retenu au moment où leurs chemins se croisaient. Ces signes, fragiles et presque invisibles, suffisèrent pourtant à nourrir les conversations. Dans les salons, on ne posait pas directement la question. On la glissait entre deux phrases avec cette prudence élégante qui rend parfois les rumeurs plus dangereuses que les accusations. Très vite, les murmures atteignirent les rédactions. Les journalistes mondains flairaient une histoire rare, presque trop parfaite pour être ignorée. Un responsable politique en pleine ascension, une princesse européenne, deux univers opposés, et au centre, une relation que personne ne confirmait. Tous les ingrédients d'un récit national étaient réunis. À partir de ce moment, chaque déplacement prit une autre signification. Une présence à un gala n'était plus seulement une présence. Une absence devenait suspecte. Un voyage privé alimentait les hypothèses. Même les horaires d'arrivée et de départ semblaient capables de raconter quelque chose. Pour Jordan Bardella et Maria Carolina, la pression devint plus lourde. Ils ne vivaient plus seulement leur relation. Ils devaient la gérer, la protéger, parfois la dissimuler. La spontanéité disparaissait peu à peu, remplacée par une prudence fatigante. L'amour, sous surveillance, perd toujours une part de son innocence. Les paparazzi attendaient l'image décisive, non pas une image spectaculaire, mais une image irréfutable. Celle qui transformerait les soupçons en certitude. Celle qui permettrait aux chaînes d'information d'ouvrir leurs débats, aux adversaires de lancer leurs attaques, au public de choisir son camp. Dans cette attente, la rumeur devint une machine autonome. Elle n'avait plus besoin de preuves pour avancer. Elle se nourrissait du silence, des demi-mots, des regards volés, des confidences anonymes. Plus le couple se taisait, plus l'histoire grossissait. Le plus cruel était peut-être là. En voulant préserver leur intimité, ils renforçaient trop le mystère. Et en renforçant le mystère, ils donnaient à la presse une raison supplémentaire de chercher. La frontière entre vie privée et affaires publiques s'effaçait lentement, sans qu'aucun des deux ne puisse vraiment l'arrêter. Puis vint ce moment où tout sembla basculer. Une sortie moins protégée, une lumière trop nette, un photographe bien placé. Il ne fallait presque rien. Dans une époque obsédée par l'image, une seconde suffit parfois à détruire des mois de prudence. Leur histoire allait quitter les murmures pour entrer dans le tumulte. Bon, lorsque la photographie apparut enfin au grand jour, la rumeur cessa d'être une rumeur. En quelques heures, elle devint un événement. L'image circula partout, reprise, commentée, agrandie, découpée comme si chaque détail pouvait livrer une vérité cachée. La France ne regardait plus seulement deux personnes, elle regardait un symbole. La première réaction fut la fascination. Beaucoup y virent une romance improbable, presque romanesque, entre un homme politique au visage fermé et une princesse venue d'un monde ancien. Le contraste séduisait. Il donnait à l'histoire une dimension de conte moderne, mêlant ambition, élégance, pouvoir et secret. Mais cette fascination fut immédiatement suivie par la colère. Pour ses adversaires, l'image offrait une attaque idéale. Comment un homme ayant bâti son discours sur la proximité avec les classes populaires pouvait-il apparaître si proche d'une héritière aristocratique ? Comment dénoncer les privilèges tout en entrant, même par amour, dans un univers qui les incarne ? Sur les réseaux sociaux, les jugements tombèrent avec brutalité. Certains parlaient de trahison, d'autres ironisaient sur une contradiction trop visible pour être ignorée. Les mots se durcirent vite, comme toujours, lorsque la politique rencontre l'intimité. Ce qui aurait pu rester une affaire privée devint un procès public. Les plateaux télévisés s'emparèrent du sujet avec avidité. On ne discutait plus seulement de sentiments, mais de stratégie, d'image, de cohérence idéologique. Les chroniqueurs opposaient le récit populaire du dirigeant à l'imaginaire aristocratique de la princesse. Chacun voulait savoir si cette relation révélait une vérité ou une faiblesse. Pour certains électeurs, pourtant, l'affaire produisit l'effet inverse. Ils virent dans cette histoire une faille humaine, donc rassurante. L'homme politique, souvent perçu comme froid et inaccessible, devenait soudain capable d'aimer, de risquer, de s'exposer. La romance ne détruisait pas forcément son image, elle pouvait aussi l'adoucir. C'est ainsi que l'opinion se divisa.
D'un côté, ceux qui y voyaient la preuve d'un double discours. De l'autre, ceux qui refusèrent de réduire un sentiment à une posture politique. Entre les deux, une majorité hésitante observait la scène, consciente que cette affaire disait quelque chose de plus profond sur le rapport français au pouvoir, car cette relation réveillait des imaginaires contradictoires. La France aime critiquer les élites, mais elle reste fascinée par les titres, les palais, les dynasties et les récits de grandeur. Elle se méfie du pouvoir, mais elle adore ses coulisses. Elle exige de ses dirigeants une proximité ordinaire, tout en rêvant parfois d'un destin exceptionnel. Maria Carolina devint alors malgré elle une figure politique. Son nom, son rang, son silence, tout fut interprété. Elle n'avait rien déclaré, mais son existence suffisait à nourrir le débat. Dans une crise médiatique, le silence n'efface pas une personne. Il permet aux autres de parler à sa place. Le scandale révéla donc moins une une histoire d'amour qu'une fracture collective. À travers ce couple, chacun projetait sa propre vision de la France. Populaire ou aristocratique, moderne ou nostalgique, sincère ou calculatrice. Et plus les débats s'enflammaient, plus il devenait clair qu'une simple photographie avait ouvert une bataille bien plus vaste que leur vie privée. Face à la tempête, beaucoup s'attendaient à une fuite. On imaginait des conseillers affolés, des phrases prudentes, un démenti partiel, peut-être même une tentative de réduire l'affaire à une simple curiosité mondaine. Mais la réponse vint autrement, plus froide, plus directe, presque calculée dans sa simplicité. Jordan Bardella comprit très vite que naïe serait une erreur. Dans une époque saturée d'images, refuser l'évidence donne souvent plus de force au scandale. Il fallait donc faire autre chose, ne pas subir le récit, mais le reprendre. Ne pas laisser les adversaires définir cette relation à sa place, mais lui imposer un cadre. Lorsqu'il prit enfin la parole, le ton surprit. Il ne chercha pas à attendrir, ni à se justifier longuement. Il parla avec calme, comme s'il voulait faire comprendre que sa vie privée ne pouvait être transformée en faute politique. Il reconnaissait l'existence d'un lien, mais refusait d'en faire un spectacle. Cette maîtrise changea la dynamique. Ceux qui espéraient le voir embarrassé découvrirent un homme capable d'encaisser la pression sans trembler. Ceux qui voulaient exploiter une faiblesse se retrouvèrent face à une posture de contrôle. Dans une crise médiatique, la forme compte parfois autant que le fond. Son message était clair. Il n'abandonnerait ni son ambition politique, ni sa liberté personnelle. Cette ligne pouvait sembler risquée, mais elle avait une force. Elle donnait l'image d'un homme qui ne demandait pas la permission d'aimer, même lorsque cet amour dérangeait le récit public construit autour de lui. Pendant ce temps, Maria Carolina choisit une autre stratégie. Elle ne parla pas. Elle ne répondit ni aux attaques, ni aux moqueries, ni aux interprétations. Son silence aurait pu paraître faible. Il devint au contraire une présence. Plus les commentaires se multipliaient, plus son calme imposait une forme de distance. Ce silence obligea le public à la regarder autrement. Elle n'était plus seulement la princesse associée aux privilèges. Quoi ? Elle apparaissait comme une femme capable de supporter la violence du regard médiatique sans perdre sa tenue. Là où certains attendaient une fragilité, ils trouvèrent une résistance froide. Peu à peu, le couple reprit une part du terrain perdu. Non parce que les critiques disparaissaient, mais parce qu'elles ne suffisaient plus à raconter toute l'histoire. Une autre lecture devenait possible, celle de deux êtres exposés qui refusaient de laisser leur intimité devenir une condamnation. Cette contre-attaque ne réglait rien définitivement. Elle ouvrait seulement une nouvelle phase. Désormais, la question n'était plus de savoir si la relation existait, mais ce qu'elle allait devenir dans la grande bataille politique à venir. Car contrôler un scandale est une chose, le faire survivre à une campagne présidentielle en est une autre. À mesure que l'élection approchait, leur histoire changeait de nature. Bon, elle n'était plus seulement un scandale traversé, ni une romance observée avec curiosité. Elle devenait un élément politique, un détail intime transformé en question nationale. Autour de Jordan Bardella, les journées se remplissèrent de réunions et de sondages. On lui parlait de stratégie, d'alliance, de risques. Mais derrière ces calculs revenait la même interrogation. Maria Carolina était-elle une force ou une faiblesse ? Pour certains, elle pouvait l'adoucir. Sa présence introduisait dans son image une part de calme. Elle montrait que l'homme politique n'était pas seulement une machine de conquête, mais un être capable d'attachement. Pour d'autres, elle restait un danger. Son nom réveillait ce que ses adversaires voulaient lui opposer. Les privilèges, les cercles fermés. Chaque apparition pouvait devenir une arme contre son récit populaire. Maria Carolina découvrait alors la violence d'une campagne présidentielle. Dis, Pantfordit. Tout devenait commentaire. Une tenue, une expression, une absence, un sourire trop discret. Elle n'avait pas choisi d'être candidate, mais elle entrait dans un théâtre où la vie privée sert le combat public. Le plus difficile n'était peut-être pas le regard des autres, mais ce qu'ils faisaient naître entre eux. Comment préserver une relation lorsque chaque moment partagé peut devenir un message ? Comment rester sincère quand le monde cherche une intention ?
Jordan comprenait que le pouvoir exige des sacrifices invisibles. Il prend le temps, impose la méfiance, transforme les proches en sujets d'analyse. Plus la victoire paraît possible, plus la part humaine devient fragile. Leur histoire arrivait à son épreuve profonde. Survivre aux rumeurs était une chose, résister au scandale en était une autre. Mais traverser la conquête du pouvoir demandait d'accepter que l'amour soit observé, jugé, parfois utilisé, sans être déformé. Au fond, cette relation révélait un malaise collectif. La France veut des dirigeants proches du peuple, mais elle les regarde comme des personnages de roman. Elle réclame de la vérité, puis transforme chaque vérité en spectacle. Reste alors la seule question. Leur amour pouvait-il demeurer libre au contact du pouvoir, ou finirait-il par devenir un chapitre de plus dans une ascension politique ? Personne ne pouvait répondre. Mais dès qu'un sentiment touche au sommet de l'État, il cesse d'appartenir à ceux qui l'éprouvent. On